C'est l'heure de l'invité de la matinale. Bonjour et bienvenue à tous. Nous nous intéressons ce matin à la question du Sahara marocain et ce sera à travers le décryptage du livre Le Sahara marocain, contours polémologiques et perspectives irénologiques. Il s'agit d'un ouvrage d'Alphonse Zozim Tamekamta, expert des questions de conflit et de médiation à l'université de Yaoundé 1. Un livre qui revient sur ce conflit de 45 ans entretenu par le voisinage immédiat du Maroc avec une genèse de différence sur le Sahara marocain. L'ouvrage s'articule autour de 3 axes majeurs. Il y a bien sûr l'histoire sur laquelle nous allons revenir, mais aussi la période où le différend a été porté par l'ONU et le Royaume du Maroc au sein de l'ONU en vue d'arriver à la paix, et enfin l'initiative marocaine pour la négociation d'un statut d'autonomie de la région du Sahara marocain. On en parle tout de suite avec l'auteur de l'ouvrage qui, je rappelle, est Alphonse Zozime Tame Kamta, en direct avec nous depuis Yaoundé. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour madame. Alors, on ouvre le premier chapitre de votre livre pour y faire connaissance avec ce différend et ce qu'en dit l'histoire. Vous parlez alors d'archéologie du différend. Expliquez-nous ce que vous entendez par là et pourquoi est-il important de faire ce choix pour commencer. Merci madame. L'ouvrage en réalité que vous venez donc de décliner le titre a choisi en tout cas de s'inscrire dans une longue durée. Et pour cette raison, il faut donc faire recours à l'histoire du temps qui est donc perçu ici comme la voie royale pour l'explication, pour la compréhension du passé afin de pouvoir se projeter dans l'avenir. Donc, pour ce différent artificiel qui date de 4 décennies, voire plus, il fallait absolument donc de recourir à l'histoire en essayant donc de mettre en lumière à la fois les 6 dynasties qui ont dirigé le Maroc, partant du Grand Maroc, pour aboutir bien évidemment à la deuxième conférence de Berlin, pour montrer encore est-ce que, ou bien comment est-ce que les différentes interférences ont été opérées au Maroc à l'issue desquelles l'Espagne, la France ont donc été présentées comme étant les principales puissances colonisatrices au-delà justement dans la zone internationale de Tanger. Donc l'histoire ici est importante pour comprendre, pour expliquer et voir encore est-ce qu'il y a eu un ensemble de mensonges qui sont tissés autour, j'allais dire, du Maroc pour justifier pour certains acteurs, pour certains experts, le conflit qui aujourd'hui fait l'objet justement en tout cas de l'attention de l'opinion africaine. Alors, à partir de quand et de quelle manière le différend s'invite alors au sein de l'Union africaine et de l'ancienne organisation de l'unité africaine, appelée communément connue sous OUA ? Oui, il faut dire qu'en réalité, dès novembre 1966, il y a eu une résolution du Conseil des ministres de l'OUA qui, justement, s'était saisi en sauvant l'Espagne, justement, de penser à libérer les territoires occupés en Afrique. Et parmi donc, ces territoires occupés par l'Espagne à partir de 1966, il y avait bien évidemment Ifni, il y avait Ifni, il y avait Tarfaya, et puis il y avait justement dans le Sahara espagnol à l'époque, qui deviendra plus tard Sahara, disons, l'occidental. C'est une conception que je n'apprécie pas parce qu'il est important donc de parler aujourd'hui du Sahara marocain. Donc, c'est à partir de 1966 que l'OUA s'est saisie du dossier, mais contre toute attente, justement, il faut révoquer le 17e sommet de l'OUA qui s'est tenu à Freetown en Sierra Leone en juillet 1980. Pour que, contre toute attente, on réalise que les participants à ce sommet ont donc choisi, malheureusement, librement de violer l'article 28 de la charte de l'OUA en admettant une entité qui ne jouissait d'aucun statut juridique susceptible de faire partie des membres de l'OUA. Parce qu'il faut préciser qu'en réalité, l'article 28 de la charte de l'OUA stipule que pour être membre de l'OUA, il faut être un État souverain et indépendant. Donc à partir de là, je crois qu'il y a eu un mépris, il y a eu, un préjudice sans précédent que l'OUA a commis, et c'est à partir de là justement que, de façon justifiée bien évidemment, le Royaume du Maroc a donc choisi quelques années plus tard donc de quitter l'OUA. Donc, voilà à peu près de façon synthétique, à partir de quand et jusqu'à quel moment est-ce que l'OUA s'est saisie, j'allais dire péniblement, mais aussi de façon injuste, en admettant donc la RASD au sein de l'OUA.
Et donc, c'est dans le siège de ce que vous venez de développer que s'inscrit cette étape vitale, les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et de l'Assemblée générale des Nations unies également, et les divers plans de paix proposés. Oui, il faut dire aujourd'hui que tous les experts et tous les analystes sont d'accord sur le fait qu'en fait, au regard de la position de l'OUA qui date de 1980, soit il faut donc justement non réparer ce mépris en essayant non justement de questionner la présence de la RSD au sein de l'Union africaine aujourd'hui, mais au-delà de ça, bien évidemment, tous les experts sont unanimes en fait que la seule instance légitime qui soit impartiale et qui soit susceptible justement d'apporter une réponse définitive à ce différend artificiel, c'est l'Organisation des Nations Unies. Et ça justifie pourquoi est-ce que depuis plusieurs années aujourd'hui, il y a un ensemble de résolutions jusqu'à la récente qui, je le précise en fait, donc fait de l'initiative marocaine pour la négociation du statut d'autonomie une solution politique consensuelle. Et depuis 2007, la totalité des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies en lien avec la question du Sahara font mention, ou bien fait mention, la totalité de ces résolutions fait mention de l'initiative marocaine comme étant une solution politique consensuelle et durable. Donc c'est dit aujourd'hui que l'Organisation des Nations Unies et le Conseil de sécurité des Nations Unies, la 4e commission des Nations Unies sont constituées, en tout cas, les instances qui, de mon point de vue, sont susceptibles donc d'apporter une solution définitive, se basant évidemment sur la proposition marocaine à travers une initiative qui date de 2007. Je vous propose maintenant de nous parler un peu plus de l'initiative marocaine pour la négociation d'un statut d'autonomie pour la région du Sahara marocain. Une initiative qui s'avère être le référentiel immuable d'une dynamique irénologique, avec peut-être un rappel du terme irénologique pour ceux qui nous regardent. Oui, disons, l'irénologie renvoie à la science de la paix. C'est l'ensemble des efforts qui peuvent être consentis dans l'optique de parvenir à une paix durable et définitive. C'est ça le contenu du concept irénologique. Et donc, l'initiative marocaine, je le précise très bien en fait, est le résultat d'un consensus du peuple marocain, ceux de l'intérieur, ceux de la diaspora autour du roi, qui a donc abouti à la mise en place justement de ce programme, de cette initiative. Et je précise en fait que c'est une initiative novatrice au regard évidemment des modèles, j'allais dire, d'autonomie existants dans le monde. Si on prend par exemple l'exemple du Canada et de plusieurs autres pays européens, on se rend compte que l'initiative marocaine pour la négociation d'un statut pour la région du Sahara va au-delà de ça en conférant donc une autonomie à la fois financière, technique et administrative aux deux régions du sud du Maroc. Et donc c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose d'innovateur. Et je crois en réalité qu'il est question aujourd'hui que les populations du sud du Maroc aient accès, en tout cas participent à la prise de décision et puis naturellement élaborer un ensemble de contenus qui soient susceptibles justement de leur permettre de s'autogérer. Voilà. Je crois que c'est quelque chose de particulier et il est important aujourd'hui de saluer. Et cela participe justement donc à l'ensemble des efforts qui sont consentis par le Maroc et qui méritent aujourd'hui d'être salués, à la fois par la communauté africaine, mais aussi par la communauté internationale. Parce que lorsqu'on regarde justement donc, la totalité donc des réformes qui sont apportées, qui datent de 2007, on se rend donc compte effectivement que l'initiative justement est un élément fondamental qui peut être pris comme le soubassement pour parvenir justement à la résolution effective de ce conflit. C'est le cas de le dire, l'ouverture des représentations diplomatiques à Dakhla et Laayoune engendre une reconnaissance de facto de la marocanité du Sahara, et cela rebat évidemment les cartes concernant ce différend. Que pouvez-vous nous dire à propos de l'ouverture de ces représentations diplomatiques alors ? Oui, c'est un progrès considérable qu'il faut saluer aujourd'hui parce que je précise qu'au début des années 1980, il y avait une quarantaine, voire soixantaine d'États qui reconnaissaient bien évidemment la pseudo-race. Et puis aujourd'hui, il y a donc également plus des 3/4 de ces pays qui, hier, reconnaissaient donc la pseudo-race, qui lui ont retiré la reconnaissance. Et cela, simultanément, justement,
est accompagnée justement donc par la reconnaissance par des pays africains, des pays européens, des pays américains, donc de la marocanité du Sahara. Et donc l'ouverture des consulats à Laayoune et à Dalat, qui sont les deux principales villes du Sahara marocain, confirme, s'il était besoin de le rappeler, bien évidemment donc l'appréciation positive justement de la communauté africaine, européenne, asiatique et américaine, bien évidemment des efforts qui sont consentis par le gouvernement du Maroc dans l'optique justement de parvenir à la fin de ce conflit artificiel. Donc, l'ouverture de ces consulats conforme bien évidemment donc, aux conventions de Genève de 61 et 63, justifie bien évidemment donc la portée, j'allais dire appréciée, justifie la portée positive justement donc des efforts du Maroc et justifie également donc l'adhésion massive de la communauté internationale à l'initiative marocaine pour la négociation du statut qui, je rappelle encore, est un pas très important qui permettra à coup sûr dans les jours, dans les mois ou les années à venir de parvenir bien évidemment à la fin de ce conflit qui n'aura que duré un peu plus de 40 ans, c'est un peu trop, me semble-t-il. Dans ce contexte, le Polisario est de plus en plus isolé et considéré comme une menace de la paix régionale et vous y consacrez un passage important dans le livre. Pouvez-vous nous éclairer sur ce passage ? Oui, il faut dire aujourd'hui que le monde aujourd'hui fait face à d'énormes enjeux et risques sécuritaires. Et si hier on parlait d'une coalition internationale contre Daesh, il me semble aujourd'hui important aussi de faire une coalition internationale contre, j'allais dire, le terrorisme autour du Sahel. D'ailleurs, certains spécialistes parlent du Sahélistan. Et aujourd'hui, on sait que plusieurs pays, à la fois de l'Afrique du Nord et de l'Afrique subsaharienne, sont menacés justement donc par la vague terroriste. Et le Sahel est donc présenté comme étant l'espace de prédilection à la fois des mouvements djihadistes, mais aussi du Polisario. Et ça, il faut le dire, parce que plusieurs groupes qui officient, qui sont en Mauritanie, qui officient au Mali, au Niger, justement, présentent des éléments du Polisario. Et ça démontre donc, au regard même aussi d'un ensemble d'études qui ont été menées sur la question que le Polisario se présente aujourd'hui comme étant un mouvement qui est susceptible justement donc d'annuler la paix au Sahel. Donc, il est important aujourd'hui que la communauté internationale puisse se pencher sur à la fois des activités à la fois illicites et éventuellement terroristes du Polisario, qui constituent une menace grave à la fois à la sécurité régionale, africaine et à la sécurité internationale. À la lumière de ce que nous venons de rappeler sur ce différend artificiel, quels sont aujourd'hui, selon vous, les enjeux et les défis actuels pour arriver à une paix durable dans la région ? Les enjeux sont énormes. Ils sont à la fois, j'allais dire, économiques, on le sait, parce qu'en fait, pour prendre l'exemple, par exemple, de l'incident de Guéguérat, au sud, qui est le poste frontalier entre le Royaume du Maroc et la Mauritanie, je précise en réalité que c'est le passage obligé pour des produits à destination ou en provenance du Maroc. Et c'était un point essentiel, justement, pour la mise en place de la ZLECAf, la zone économique et de libre-échange continentale africaine. Donc, aujourd'hui, les enjeux sont économiques, les enjeux sont politiques, parce que je précise en fait que l'Union africaine aujourd'hui a des démembrements qu'on appelle les comités économiques régionaux. Et en Afrique du Nord, l'Union du Maghreb arabe, dont la principale organisation sous-régionale, qui ne fonctionne pas du fait bien évidemment de l'existence de ce conflit. Et je pense donc en fait l'un des enjeux qui est essentiellement politique, c'est de parvenir justement donc à j'allais dire solutionner, mettre un terme justement à ce conflit artificiel pour que finalement l'Union africaine, l'Union du Maghreb arabe puisse donc fonctionner normalement et puisse être considérée comme c'est le cas ailleurs, comme étant donc le bras séculier de l'Union africaine en Afrique du Nord. Et au-delà de ça, il y a bien évidemment des enjeux sécuritaires. Je viens de le signifier aujourd'hui, parce que là, l'Afrique, le monde aujourd'hui fait face justement à une menace, presque à la menace sécuritaire. Et je crois en réalité, en solutionnant donc le conflit autour du Sahara,
je pense qu'également il sera important donc, de garantir une plus grande sécurité à la fois dans la sous-région de l'Afrique septentrionale, mais également dans le reste de l'Afrique. Donc, c'est pour dire que les enjeux sont énormes, ils sont politiques, ils sont économiques, ils sont géostratégiques, ils sont sécuritaires. Et il est important aujourd'hui que les acteurs, que ce soit les acteurs africains et surtout les acteurs internationaux, puissent quand même se pencher sur l'ensemble des défis qui interpellent à la fois l'Afrique et le monde et qu'ils puissent justement nous accompagner les efforts consentis par le gouvernement du Maroc à travers l'initiative marocaine pour la négociation du statut d'autonomie pour la région du Sahara, afin que nous puissions donc aboutir à la fin, à une fin justement de ce conflit qui, je précise, aura donc, j'allais dire, annulé des efforts des uns et des autres. Eh bien, merci pour ces éclairages. Alphonse Zozim Tamé-Kamta, je rappelle que vous êtes expert des questions de conflit et de médiation à l'université de Yaoundé 1. Merci beaucoup, madame. C'est la fin de votre invité de la matinale. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, l'info continue sur Médien TV.